que nous allons enregistrer cette rencontre aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui nous permet de faire un petit voyage entre l'Italie et la France, entre Venise et Lyon. Et la, la conversation d'aujourd'hui sera enregistrée et vous la trouverez la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Je vais vous envoyer plus tard le lien, le link pour assister, pour voir. Je voulais donner la parole à... Je voulais introduire l'élément de la journée, ce qui a provoqué cette rencontre, ce qui est derrière cette rencontre. Donc, c'est quelque chose, c'est une conversation qui témoigne un peu, qui veut témoigner des opportunités et des échanges entre la France et l'Italie, des expressions artistiques italiennes et françaises par rapport à la soie et à ses créations. Donc, aujourd'hui, on parle soie. C'est le thème d'aujourd'hui. Et aussi les possibilités, on voudrait voir les possibilités d'exploitation culturelle dans le cadre des initiatives européennes. Donc, à partir de Istituto Italiano di Cultura, moi c'est Madame Anna Pastore, je n'ai pas mis mon nom, mais la plupart d'entre vous me connaissent. Et à partir de l'Institut culturel italien, on a essayé de mettre ensemble, de rassembler des sollicitations, des expressions et des éléments qui sont à souligner pour leur intérêt, pour leur créativité, pour la position et le travail dans nos échanges. Alors, lors de cette rencontre, on va assister à l'intervention de 3 personnes. Je vous les présente. C'est Madame Esclarmonde Monteuil, la directrice du Musée des Tissus. Bonjour. Et par la suite, la directe de Torcello avec Paolo Andric. Et, bonjour à tout le monde. Et encore, on termine par la communication de la directrice du Conseil de l'Europe à Venise, Madame Luisella Pavin-Wolf, pour faire le mélange, pour garder toutes ces ficelles. On est à Carnaval, donc je me sens un peu... il y a moi. Pourquoi? Alors, parce que l'Institut culturel italien se trouve à côté du Musée des Tissus. On est presque dans la même rue. Parce que je suis italienne, donc je suis l'intermédiaire entre la culture française et italienne. Oui, vous le savez, je suis vénitienne, donc encore une fois, je me retrouve dans mon milieu. Et on commence cet après-midi. Avant de laisser la parole à Paolo, on voudrait faire un petit, grâce à l'intervention de Madame Monteil, on assistera à un petit historique sur l'histoire, sur la soie à Lyon. Et après, vous savez que le musée des tissus aurait dû monter une exposition dédiée aux ouvrages en soie de l'artiste vénitien Lucio Andric, ce qui n'a pas été possible à cause de la pandémie. Et on en parle encore avec les neveux de Lucio Andric, Paolo, justement Paolo Andric qui est en contact, en connexion directement de Venise, de Torcello, de la Lagune. Et
il va nous parler justement du rôle de l'île de Torcello à l'intérieur de la lagune de Venise, le rôle de Torcello par rapport à l'ancienne voie de la soie. Et on terminera avec l'intervention de Madame Pavan-Wolf qui nous parlera, qui a enregistré une vidéo pour nous en 2 parties par rapport aux itinéraires culturels européens et aussi aux démarches pour certifier, pour s'inscrire, pour faire partie de cela, et aussi du gros projet de la voie européenne de la soie. Pour l'instant, donc, je laisse la parole à Madame Monteil. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, il faut que je fasse la manip pour partager mon écran pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, normalement, alors, j'espère que vous voyez je ne peux pas les passer en complètement plein écran parce que sinon, tout disparaît. Donc, j'espère que vous voyez quand même bien les vidéos. Tout va bien. Ça va. Je vais peut-être faire un peu plus. Oui, non, si je fais plus, ce n'est pas pratique. Bon, on va rester comme ça. Donc, vous voyez là la façade du musée des tissus à Lyon. Et pourquoi est-ce qu'il y a un musée des tissus en fait à Lyon? C'est justement parce que cette ville, toute l'histoire de cette ville et même son architecture est intimement liée à l'histoire de la soie. Donc tout ça, alors on va remonter très loin dans la présentation parce qu'avant d'être une ville qui fabriquait de la soie, Lyon a été une ville qui commerçait en fait la soie. Donc tout commence en fait à l'époque romaine avec cette fondation de Lyon. Donc j'ai mis en fait la carte pour que vous voyez à quel point en fait Lyon est sur le chemin sud-nord depuis le monde méditerranéen vers le nord. Et donc, cette position géographique fait qu'à l'époque romaine, Lyon devient la capitale des Trois Gaules. Puis, petit à petit, après la chute de l'Empire romain, la ville va devenir un archevêché et va accueillir au Moyen-Âge de nombreuses foires. Donc, Lyon n'est française que depuis 1312. Avant, elle n'était pas encore française. Mais il y avait déjà des foires. Et en fait, ces foires vont prendre de plus en plus d'importance au cours du Moyen-Âge et elles permettent d'échanger des produits qui viennent de notre Europe actuelle entière, avec des produits certains qui viennent du Nord, comme des fourrures, des cuirs qui viennent d'Espagne, des draperies des Flandres et aussi évidemment des soies qui arrivent par le monde méditerranéen. Donc, en 1460, Louis XI accorde une 4e foire annuelle à Lyon et on arrive avec des quantités de jours de foire qui sont jusqu'à 60 jours de foire par an. Et ces foires, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça n'est pas seulement des moments où tout le monde vient, mais c'est que, par exemple, pour assurer l'échange d'argent après les foires, il y a aussi de nombreux banquiers qui s'installent à Lyon et en particulier des banquiers d'origine italienne. Évidemment, les rois de France vont trouver que la vente de soieries pendant ces foires fait sortir énormément d'argent de France et que donc il vaudrait mieux que Lyon sache produire de la soie plutôt que simplement de l'importer et de la vendre. Donc, il y a une première tentative en fait d'implanter justement sous Louis XI des fabrications de soie à Lyon, mais qui vont échouer parce qu'à cette époque-là, la communauté des marchands est plus forte et elle préfère vendre de la soie et l'acheter lors des foires plutôt que de la produire. C'est pour ça qu'il y aura d'abord une installation de production de soie à Tours, donc sur le bassin de la Loire, et non pas à Lyon. Alors, juste pour vous montrer en fait le fait que il y avait déjà de la soierie qui arrivait en Europe à l'époque antique. Là, au musée, on a énormément de tissus qui proviennent des fouilles d'Antinoé en Égypte, des fouilles qui ont eu lieu à la fin du 19e, au tout début du 20e siècle.
Et en effet, dans ces tissus-là, on a certes du lin, on a de la laine, mais on a aussi déjà des soieries, comme le fragment que vous voyez donc là à droite, qui est un samit façonné de soie du VIe siècle. Voilà. Donc, il faut savoir que la soie circule en Europe dès l'époque de l'Empire romain, et dans le fameux édit du maximum qui fixe les prix de toutes les denrées importantes, on fixe des prix de soie blanche, donc de soie qui viennent déjà d'Orient. En 1484, Charles VIII va désigner Lyon comme point d'entrée unique pour les soieries commercialisées en France. Donc Lyon obtient alors un premier monopole. Puis, en 1536, François Ier, sous l'impulsion des consuls de Lyon, va autoriser deux Italiens, Turquet et Naris, qui sont au départ des commerçants originaires de Gênes et installés à Lyon, à installer des métiers à tisser à Lyon. Et pour favoriser cette implantation de tisserands, en fait, il va leur accorder par lettre patente des franchises d'impôts qui sont très intéressantes pour eux. Puis, en 1540, un deuxième monopole va arriver à Lyon, c'est le monopole d'entrée des soies brutes. Donc là, c'est les premiers fils qu'on obtient par dévidage de coton et qui arrivent en écheveaux qu'on appelle des flottes, vont désormais tous devoir rentrer en France par Lyon. Et évidemment, tout ça est intéressant parce qu'il y a des taxes à toucher sur ce commerce-là. Peu à peu, donc, les métiers à tisser vont s'installer à Lyon. On estime qu'en 1575, on a 164 métiers qui tissent du velours, 34 qui tissent des taffetas. On a 11 mouliniers, donc ça, ce sont les gens qui refont des fils à partir de ces premiers fils de soie brute. Il faut encore les retordre entre eux, les mouliner pour obtenir des fils qui s'adaptent au tissage. Et 15 ateliers de teinture. Donc, ce n'est pas énorme encore à la fin du XVIe siècle. Et on ne sait tisser à Lyon à l'époque que des tissus unis, donc des tissus simples et pas encore les très grands façonnés comme ce que vous voyez à droite, donc un fragment de chasuble avec ce qu'on appelle un diapre. Donc il y a déjà des fils d'or dans ce tissu-là et des motifs façonnés. Et ça, c'est toujours encore importé. Ça l'était au XIIIe, ça l'était au XIVe, ça l'était au XVe, ça le reste au XVIe, parce qu'à Lyon, on ne sait toujours pas produire des choses aussi complexes que ça. Un autre personnage important qui arrive à Lyon en 1600, c'est Olivier de Serres, qui est un agronome du sud de la France, ardéchois, et qui, lui, va implanter un autre élément de l'industrie de la soie dans les entourages de Lyon, c'est la culture des mûriers et l'élevage des vers à soie. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, Lyon a tous les éléments qui peuvent lui permettre de fonctionner presque de façon autonome, donc la production de soie brute et les ateliers de tisserand et les ateliers de teinture, de moulinage, etc. Voilà un autre exemple de soierie ancienne du milieu du XVe siècle. Donc, ce sont ces velours à motifs de grenade qui viennent aussi du monde méditerranéen, soit d'Espagne, soit d'Italie, et qu'on ne sait toujours pas faire à Lyon. Alors là, il y a une autre matière qui entre aussi en jeu, c'est les filets, ce qu'on appelle nous les filets d'or ou les frisés d'or, sont des fils de soie autour desquels vient s'entourer une lamelle de métal argent doré et qui donnent donc des tissus encore plus riches. Et en fait, la fabrique de Lyon, c'est une fabrique de tissus de soie, d'or et d'argent. Voilà à quoi ressemble Lyon en 1572. Donc, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez un peu ma souris ou pas du tout? Non, pas vraiment. Donc, vous avez la pointe, la confluence. Il ne faut pas du tout, pour ceux qui connaissent Lyon, s'imaginer qu'elle est à l'endroit où il y a le musée des Confluences maintenant. En fait, la confluence est juste deux rues en dessous de là où est le musée des tissus, dans le quartier des Nez. Et ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle et puis après qu'elle va s'étendre encore plus vers le sud. Donc Lyon, à l'époque, est une ville assez petite et avec une partie ancienne qui est celle du Vieux-Lyon, donc à l'ouest de Lyon, de l'autre côté de la Saône, qui est l'endroit où vont s'implanter en premier les tisserands de soie, donc dans la vieille ville qu'on connaît sous le nom de Vieux-Lyon à l'heure actuelle. Et la Croix-Rousse, qui fut le quartier des soyeux au XIXe siècle,
C'est toute la zone que vous voyez là à droite de l'image où il y a les petits personnages, et il n'y a absolument rien dans ce quartier-là au XVIe siècle, et surtout pas des tisserands de soie. Voilà une série de 4 gravures qui illustrent l'arrivée de la soie en Europe. Et à l'époque, on pensait qu'elle arrivait grâce donc à 2 moines nestoriens qui avaient réussi à emporter des œufs de ver à soie dans leur canne creusée et qui les avaient donnés à l'empereur Justinien. Donc ça, c'est l'image qui est en haut à gauche. Et puis, vous avez en bas à gauche l'élevage des vers à soie, donc, qui sont en fait des chenilles du papillon du bombyx, du mûrier, qui vont grossir jusqu'à fabriquer des cocons. Et après, avec les cocons, il va falloir les dévider. Donc, c'est l'image qui est en bas à droite. Et il faut assembler les fils de plusieurs cocons pour arriver à faire un fil de soie suffisamment résistant. Les cocons, en fait, sont ébouillantés avant que le papillon sorte, ce qui permet que le papillon ne coupe pas le fil de soie. Et le fil du cocon, c'est à peu près 1 kilomètre de fil continu sur un cocon. Donc, quand on assemble plusieurs cocons ensemble, il y en a toujours un fil qui va s'arrêter avant les autres, un cocon qui va s'épuiser avant les autres. On peut rajouter de nouveaux cocons pour obtenir en fait une fibre continue et des écheveaux de plusieurs kilomètres de long, en fait, sans rupture, contrairement à, par exemple, le coton ou la laine ou le lin qui sont des fibres discontinues et où on est obligé de tout le temps rajouter des fibres pour faire du fil, ce qui fait un fil beaucoup moins solide que le fil de soie. Alors, où suis-je? Là, oups. Voilà. Donc, les débuts vraiment de la fabrique de soie à Lyon, ce sera vraiment au XVIIe siècle que la fabrique va prendre de l'ampleur. Donc, ça prend de l'ampleur en premier avec, en 1605, un personnage important. Alors, l'histoire de la fabrique de soie à Lyon est marquée comme ça de plusieurs personnages importants dont on a gardé le nom. Donc, il y avait Turquet Naris au début. Il y a Claude Dangon qui, en 1605, perfectionne le métier à tisser, le métier dit à la grande tire, qui permet de faire des tissus façonnés, donc avec des motifs. Et c'est à partir de là qu'on va tisser à Lyon des soieries de meilleure qualité et des soieries vraiment luxueuses et non plus unies. Un deuxième perfectionnement arrive en 1667 avec Colbert qui met de l'ordre dans toutes les fabriques du royaume et dans tous les métiers de France et qui va donner en fait son cadre à ce qu'on va désormais appeler la grande fabrique en créant les corporations et en donnant en fait des gages de qualité à ce qui est produit, puisque l'ordonnance de la grande fabrique vraiment pose des règles sur comment les apprentis doivent être formés, qui peut être maître, quelles sont les qualités de chaque tissu, les dimensions minimales, le nombre de fils par pièce, etc., etc. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on obtient une grande production de qualité. Donc, à droite, je vous ai mis, on l'a au musée, c'est un objet qu'on a au musée, c'est le coffre de la corporation et qui contenait les papiers importants de la corporation et qui était conservé, ça y est, j'ai perdu le nom de l'église, mais dans l'église, sous la protection de Dieu, pour garder tous ces papiers importants de la corporation. Et à partir de là, il va y avoir des commandes royales qui vont permettre à Lyon de développer vraiment son activité. Donc, en haut à droite, vous avez une maquette de ce métier de Claude Dangon. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas photographiée du bon côté parce que tout le système qui permet de tirer en fait certains fils de la chaîne et donc de dessiner des motifs est sur la droite du métier. Et voilà ce qu'on peut arriver à faire. Au départ, on faisait des velours unis et là, on peut désormais faire des velours façonnés, donc où les poils en fait du velours ou les boucles du velours, suivant qu'on l'a coupé ou qu'on laisse les boucles, vont fabriquer un énorme motif. Et plus le motif est long dans le tissu, en fait, plus il faut de cordes qui soulèvent des fils au fur et à mesure pour créer le motif. C'est au XVIIIe siècle que la fabrique va prendre vraiment
là une importance telle qu'elle va dominer l'Europe. Donc, sous Louis XIV, on a eu en effet des commandes pour Versailles, mais c'était un roi très guerrier et donc la guerre n'est pas bonne pour le commerce. Et c'est avec le retour de la paix au couronnement de Louis XV qu'on va avoir un grand développement du commerce pour Lyon. Et peu à peu, en fait, la création d'un style purement lyonnais de soierie. On estime qu'entre 1739, on avait 6600 tisseurs à Lyon. Donc, ça ne donne qu'une faible idée du nombre de la population qui était employée dans l'industrie de la soie, parce qu'autour des tisseurs, il y a plein de métiers qui se greffent. Donc, il y a ceux qui fabriquent les fils, il y a ceux qui fabriquent les fils d'or et d'argent, il y a les gens qui s'occupent de maintenir en état les métiers et de les fabriquer, les navettes. Même pour faire manipuler un métier, en fait, il ne faut pas qu'un seul tisseur, il faut plusieurs personnes, dont un tireur de lac, qui est celui qui va tirer donc ces fameuses cordes qui permettent de définir quel fil de chaîne soulever pour faire le motif. Il y a les gens qui, après, fabriquent aussi les écheveaux, les bobines. Et puis, il y a ceux qu'on appelle négociants, qui vont être les commerçants. À ce moment-là, la fabrique est vraiment organisée en deux classes en fait, de personnes importantes. La première classe, ce sont les marchands négociants, qui sont des donneurs d'ordre et qui fournissent la matière première aux maîtres tisserands. Et petit à petit, en fait, le fossé entre ces négociants et ceux qui tissent va devenir de plus en plus important. Et c'est pour ça qu'au 19e siècle, en fait, on aura ceux qu'on appelle les fabricants, mais qui en fait ne fabriquent pas à Lyon, et ceux qui tissent, qu'on appellera les canuts. Donc là, de nouveau, des commandes pour Versailles importantes sous Louis XV, puis sous Louis XVI, mais pendant tout le XVIIIe siècle, en fait, la vie de la fabrique à Lyon est une succession de crises et de périodes prospères. Donc Lyon fabrique aussi bien des tissus pour l'ameublement que pour l'habillement. Et dans l'habillement, par exemple, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 décès la même année parmi la royauté européenne. Comme tous, en fait, les rois des nations d'Europe sont liés par mariage, etc. S'il y a 3 décès, tout le monde se met en noir pendant des mois et on ne vend plus de tissus façonnés colorés de Lyon. Donc, il peut y avoir des crises qui sont liées à des choses qui peuvent paraître aussi triviales que voilà, quelques décès parmi les royautés européennes. Voilà donc à quoi peuvent ressembler les métiers à tisser. Alors là, grandeur nature installée dans un atelier. Et donc là, vous voyez sur la gauche du métier tout cet ensemble de cordes très compliquées qui est justement la façon de tirer sur les fils de chaîne. Donc les fils de chaîne, ce sont ceux qui sont montés à l'horizontale dans le métier entre 2 rouleaux, un rouleau à l'avant et un rouleau à l'arrière. Et les fils de trame vont être passés de gauche à droite pour faire les motifs. Donc, dans ce genre de métier, en fait, le tisserand s'assoit à l'avant. Il a des pédales qui lui font lever des cadres qui lui permettent de tisser son armure de fond. Et puis, il a un assistant qui se met sur la gauche et qui va tirer sur les lacs pour faire avancer aussi le dessin du motif. Et pour programmer tous ces fils qui sont attachés, les lacs, en fait, le dessinateur a fait un dessin et on passe ensuite à une mise en carte. Donc, la mise en carte, c'est le dessin que vous voyez au milieu en haut. C'est un dessin qui est reporté sur un papier quadrillé. Et chaque trait vertical va représenter un fil de chaîne et chaque trait horizontal, en fait, un passage de trame. Et il doit y avoir quelqu'un qui s'appelle une liseuse, parce qu'en général, c'est un travail de femme, qui va suivre ligne par ligne le papier quadrillé et décider et attacher ensemble les fils qui doivent se lever sur cette ligne-là, les raccorder donc à ce système de lac et ainsi programmer en quelque sorte le métier à tisser. Et Philippe de La Salle, qui est aussi un de ces hommes providentiels de la fabrique lyonnaise, va inventer un système intelligent qui permet de changer les samples sans devoir remettre en fil tout le métier à tisser. Donc, ça permet de changer de dessin plus facilement et ça permet aussi d'avoir des tissus comme celui de gauche où le dessin se répète mais sur une très longue étendue de tissu et pas des petits motifs qui se répètent tout le temps.
J'ai mis un détail au milieu en bas. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ce sont des fils particuliers qu'on appelle fils chenilles, qui sont en fait des fils qui sont vraiment un peu mousseux et qui permettent de donner aussi du relief au tissage. Parce que ça, c'est un peu un de mes dadas, mais je répète toujours, le tissu, on a toujours l'impression que c'est du 2D. En fait, quand on regarde vraiment de près des tissus, ce sont des objets en 3D. Donc, Philippe Lassalle, pourquoi est-ce qu'il est aussi très important pour la manufacture? C'est parce que c'était un génie du marketing. Donc, il invente le portrait tissé, comme ici le portrait de Catherine II, et il va l'envoyer à Catherine II de Russie, ce portrait, et elle va trouver ça tellement magnifique qu'on va avoir énormément de commandes russes qui vont arriver à Lyon grâce à ce coup de maître. Donc, à partir de cette époque-là, Lyon fournit le mobilier et les vêtements de presque toutes les cours européennes. On dit que la mode est parisienne, mais elle est aussi lyonnaise parce que, en fait, dès le XVIIIe siècle, les fabricants lyonnais envoient des dessinateurs à Paris régulièrement dans l'année pour se tenir au courant de l'évolution des goûts et pour prévoir les tissus qui seront à la mode les années suivantes. Et la mode parisienne, donc la mode de la robe à la française ou la mode des costumes d'hommes inonde l'Europe. Donc là, sur la gauche, vous avez une robe à la française et sur la droite, un costume d'homme qui, donc, tout au cours du XVIIIe siècle, vous voyez, la mode masculine est aussi très chatoyante. Ici, c'est un costume qui est entièrement tissé de fil d'or, donc qui devait énormément briller à l'éclairage des bougies le soir. Au XIXe siècle, il y a à la fois, donc j'ai mis révolution industrielle, mais il y a à la fois révolution, ce qui est une catastrophe pour la fabrique lyonnaise. Pendant la Révolution, avec le siège de Lyon en 1793, mais aussi parce que le goût se met aux cotonnades et non plus aux soieries qui sont rattachées à l'Ancien Régime et à la noblesse. La fabrique est quasiment à l'arrêt à Lyon, et c'est sous le Consulat, puis surtout sous l'Empire, que la fabrique va pouvoir redémarrer avec des commandes donc directes de Napoléon pour remeubler les palais, mais aussi parce que Napoléon impose aux dames de la cour, pour toutes les cérémonies officielles, de porter des robes en soie et non plus en coton. Et puis, il va se produire la base de la révolution industrielle, c'est-à-dire l'invention du métier jacquard qui va permettre de mécaniser le tissage de ces soieries complexes. Donc, la mode change complètement. Là, au premier plan à droite, vous voyez en fait une robe dite empire avec la taille qui remonte donc sous la poitrine. C'est aussi l'époque où à Lyon va s'installer l'école de Chigny. Et ça, c'est lié à quelques catastrophes en fait dans les commandes impériales. Par exemple, là, sur la droite, c'est un tissu qui a l'air brun aujourd'hui, mais qui devait être un damas à verre pour rideaux et portières pour la salle de la bibliothèque du premier consul au palais de Saint-Cloud. Camille Pernon, donc fabricant lyonnais, livre ce tissu en verre, et quelques mois après, à sa livraison, il devient marron. Donc, drame. Et le premier consul s'étonne que Lyon produise des tissus de si piètre qualité. Camille Pernon a beau expliquer que ça n'est pas sa faute à lui, que lui achète le fil déjà teint et que donc c'est la faute du teinturier, ça va provoquer vraiment un drame et presque même la mort de Camille Pernon qui ne se remettra pas d'avoir livré un tissu d'aussi piètre qualité. Et c'est à la suite de ça qu'une école de chimie va s'installer à Lyon pour améliorer la qualité des teintures des tissus. Donc là, je vous ai mis un détail d'un portrait tissé de Monsieur Jacquard sur la gauche, où vous voyez derrière sa main et son compas la mécanique Jacquard, qui est donc cette invention qui combine en fait des inventions de plusieurs inventeurs précédents pour arriver avec l'ancêtre en fait de l'informatique, ces cartons perforés. Donc ça marche en binaire. S'il y a un trou, une aiguille passe et va aller soulever un fil. S'il n'y a pas de trou, l'aiguille ne passe pas et le fil ne se soulève pas. Et chaque carton représente en fait une passée de fil et on peut programmer ainsi un dessin très long de carton en carton pour faire fonctionner les métiers. Voilà. Et donc après, on peut en fait programmer des dessins très complexes avec la mécanique Jacquard. Le succès ne sera pas immédiat. De son vivant, Jacquard n'a pas connu le développement complet de sa mécanique. Ce sera un peu plus tard, dans le 19e siècle, que tous les métiers vont s'équiper en mécanique Jacquard. Voilà
à quoi pouvait ressembler l'intérieur d'un atelier Canut vers 1830, avec donc un changement aussi dans l'architecture à Lyon, parce qu'avant, le métier d'âtisser s'arrêtait avec les barres horizontales qui sont au-dessus du tisseur. Et puis, quand on rajoute la mécanique jacquard au-dessus, il faut rajouter une hauteur supplémentaire, ce qui fait que les bâtiments vont avoir minimum les étages 4 mètres de haut pour pouvoir accommoder ces métiers à mécanique jacquard. Donc là, au 19e siècle, l'industrie de la soie à Lyon devient une industrie mondiale. On estime qu'en 1844, il y a 50 000 métiers à tisser en activité à Lyon. Et les soyeux lyonnais ont en fait des bureaux à Londres, à New York, petit à petit, à Paris, et des correspondants dans le monde entier, avec des correspondants même en Asie. Dès que l'Asie s'ouvre, dès que la Chine et le Japon vont s'ouvrir, les Lyonnais vont aller en Chine et au Japon, avec la première mission, celle menée par Isidore Head dans les années 40 en Chine, dont on a en fait tout ce qu'ils ont rapporté est désormais au musée des tissus. Et puis un grand choc dans les années 1860, les maladies des vers à soie qui vont décimer les vers à soie français et donc limiter la production de soie brute. Et c'est là qu'il faut aller chercher de la soie brute ailleurs, notamment en Asie, d'où commerce international. Il y a des journaux des soyeux lyonnais et dans tous ces journaux, au 19e siècle, toutes les semaines, on a des nouvelles du monde entier, des correspondants qui disent ben voilà, il se passe ceci en Chine, il se passe ceci en Amérique, et tout ce qui peut avoir une influence sur le commerce de la soie est enregistré. Le Second Empire est néanmoins une période de croissance et d'internationalisation pour la soierie à Lyon. Voilà un ensemble des années 60-65, donc la mode change. Hein. Là, on est à l'époque des crinolines, avec là un ensemble assez sobre en tissu uni. Les missions en Chine avaient aussi pour objet de rapporter des connaissances techniques qui pouvaient venir d'Extrême-Orient, donc la fameuse teinture en verre de Chine qu'on ne savait pas reproduire et où ce fameux monsieur Michel va arriver à obtenir un procédé qui permet de l'imiter. Et puis petit à petit, on va arriver à l'époque des grandes expositions universelles avec les Lyonnais qui vont rivaliser d'ingéniosité pour produire des tissus de plus en plus fabuleux, de plus en plus fins, de plus en plus même parfois chargés en fait en motifs et en couleurs. Et les Lyonnais vont exporter leur technologie, notamment jusqu'au Japon, où c'est un Lyonnais, Paul Brunat, qui va installer la première manufacture donc là d'évidage de cocon de soie à Tomioka au Japon, la première manufacture occidentale. Donc c'est vraiment une époque où les Lyonnais vont essaimer à travers le monde entier. La dernière période en fait d'hégémonie de la soierie lyonnaise, ça va être ce qu'on a pu appeler les folles années de la soie, donc dans l'entre-deux-guerres, où là, pareillement, les soieries lyonnaises vont inonder le monde entier, notamment parce que les soyeux lyonnais vont faire appel à des décorateurs et des dessinateurs de renom, comme Paul Iribe ou comme Raoul Dufy ou d'autres, pour créer des motifs magnifiques. Alors au musée, la dernière exposition d'importance qu'on ait faite à propos des soyeux lyonnais, c'était cette exposition sur Yves Saint-Laurent, et pour montrer vraiment le lien qui unit jusqu'aux années 70 et 80, en fait, cette soierie lyonnaise à la haute couture, et même encore aujourd'hui, parce qu'en fait, si la production de soie les plus simples a quasiment disparu pendant la crise du textile en France, et notamment au départ au profil de l'Italie, qui a repris la fabrication de certains tissus, il y a encore des fabrications de niches autour de Lyon, de tissus vraiment réservés au luxe, et des entreprises qui sont intégrées, soit les filières Chanel, soit des métiers d'art, soit des filières Hermès, et qui produisent encore des tissus d'excellente qualité. On aurait dû avoir, donc là je vous mets un exemple des stratigraphiques de Lucio Andri, parce que en fait, Lyon reste une ville qui organise normalement chaque année un festival qui s'appelle Silk in Lyon, et qui chaque année invite en fait un pays ou une ville spécialisée aussi dans la soie. Et cette année, enfin l'an dernier, en novembre, l'invité aurait dû être l'Italie. Et c'était pour ça qu'on était très content d'accueillir cette exposition au musée.
Mais malheureusement, donc, la crise sanitaire a fait qu'elle n'a pas pu se tenir et que les musées ont été fermés donc, par décret gouvernemental. On n'est encore pas ouvert au musée des tissus à l'heure actuelle. Et donc, on a dû renoncer malheureusement à cette exposition. On ne peut pas la reprogrammer plus loin parce que le musée des tissus qui a failli disparaître, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient au courant de cette histoire, a été sauvé il y a à peu près 2 ans et repris par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va engager très bientôt des grands travaux de rénovation qui font qu'on est obligé de fermer le musée fin avril. Donc, si le gouvernement nous rouvre, on rouvrira peut-être quelques semaines avant fin avril, mais ce n'est pas du tout sûr. Et sinon, en fait, on va être fermé quelques années pour une rénovation complète du musée qui n'était plus aux normes, ni pour assurer la conservation des collections, ni pour assurer la venue du public. On n'était par exemple pas accessible au public handicapé parce qu'on a des marches absolument partout dans le musée. Donc, il était temps en fait de le remettre aux normes du 21e siècle. Voilà. Donc, je vous ai mis juste un petit extrait d'une chanson écrite au 19e par Pierre Dupont sur la soie et le Rhône. Voilà, en conclusion de cette présentation. Vous voyez? Non, on ne voit rien. Vous ne voyez pas le texte là? Non, on est bloqué sur la couture du 20e siècle zut! Et même pas les stratigraphies. Comment ça se fait? Pourquoi ça n'a pas suivi? Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors, de vous montrer une stratigraphie. Alors, reprendre le partage. Ça ne veut plus partager. 85, 26. Attendez, je vais essayer de repartager. Vous montrer au moins une. Voilà. Là, vous voyez la stratigraphie ou pas? Non. C'est bizarre parce que moi, il me dit que c'est bon, que je suis en train de partager. On va commencer le partage d'écran. Alors, j'arrête de partager et j'essaie de recommencer. En tout cas, oui, on avait… Non. Non, ça ne marche plus. Je ne sais pas. Je suis désolée. J'aurais bien voulu vous montrer la stratigraphie qui s'appelle Torcello, justement. Alors, attendez. Reprendre le partage. Ça va venir. Sinon, on peut le présenter nous. On est sur votre écran maintenant. Oui. Donc, normalement, on devrait… Allez-y, je ne sais pas, moi ça ne marche plus. Ça dit, vous êtes en train de partager, mais visiblement, vous ne voyez plus. Alors, oui, alors peut-être je vais essayer de montrer une petite image de stratigraphie. Il faut que je les trouve, il faut que vous partiez, et vous aussi. Bon, j'arrête alors. Oui. on avait présenté lors de la 17 novembre, on avait fait déjà une communication avec Paolo. Et justement, le 17 novembre, lors de l'ancienne présentation qu'on aurait dû avoir sur les stratigraphiques de son oncle. Et à cette occasion, on avait échangé, il avait montré des éléments qu'il avait chez lui à Torcello. Et aussi, il avait présenté des éléments, des choses, des ouvrages de son oncle. On avait fait une petite mosaïque, et là, je vous le remets. Il y a des formes, des formats, et je pense que ceux qui seront intéressés à visiter la maison-musée de Lucio Andricora, même plus que les 10 panneaux qui auraient dû être présentés ici à Lyon. Et c'est une atmosphère qui est un peu spéciale. N'est-ce pas, Paolo? Exactement. Je suis je dois faire une…
Alors, Paolo Andric, qui justement est intervenu lors de cette conférence, de cette présentation du 17 novembre, et il est même intervenu lors de la conversation qu'on a eue à propos de la mode éthique. Donc, ce n'est pas la première fois que nous interpellons Paolo, mais à ce moment-là, je ne t'entends pas, je ne te vois pas. Moi non plus. Moi non plus. Allora, vediamo. Demander à démarrer la vidéo, peut-être. Voilà. À nouveau. C'est bon. Paolo, à toi. À demander la réactivation du micro? Non, ça marche? Non. La Oui. vidéo qui a été interrompue. OK, non, c'est bon, là. C'est bon. Mais moi, je ne vous vois pas. Pourtant, nous, on te voit, donc tu peux parler. Bien. Alors, sauf que j'ai un peu de difficulté parce que je ne sais pas de quel côté vous me voyez. Tu parles tout droit et c'est bon. C'est bon. Donc, est-ce que vous voyez cette soie qui est Torcello et je ne sais pas de quel côté vous voyez. Oui, on la voit. Il y a les soleils derrière. Oui, ça, c'est une des soies qui était prévue à Lyon. Exactement, elle s'appelle Torcello et les filets de pêcheurs. C'est un peu difficile pour moi. Pourtant, nous, on te voit. Hein? C'est bon. Tu es juste dans la... Paolo, maintenant, voilà, oui, parle, on t'entend. Eh là là, c'est compliqué comme ça. Oui. Dai, adesso proviamo a mettere di nuovo, non hai il video. Vediamo. Tutte e due. Finalement. Ok, c'est bon. Alors, tout d'abord, je dois remercier Madame De Gregorio qui était, quand j'ai demandé la possibilité de pouvoir faire une exposition dans la capitale de la soie au plus important musée des tissus du monde, qui est celui de Lyon. C'était Madame De Gregorio qui a dit « On va demander à Anna Pastore, qui est devenue la directrice de l'Institut de Lyon, si elle peut organiser ça. » Et c'est comme ça qu'est née cette exposition sur Lucio Andric, que personne n'a vu, mais que peut-être un jour, elle va se répéter. Les filets de pêcheurs sont sur le Marais de la Rose, qui est juste ici en face. Derrière moi, mon oncle, de sa fenêtre de sa maison, avait le Marais de la Rose avec les Dolomites. C'est de là qu'est parti mon oncle et que sont partis, au fond, les chutes de soie avec lesquelles il a commencé à inventer un nouvel espace dans la soie, comme Lucio Fontana fait en coupant une peinture et en entrant dans la peinture. Mon oncle fait la même chose. Il découpe des parties de tissu de façon qu'on puisse avoir. Je suis un peu désolé parce qu'il fait très froid dehors et je voulais quand même vous faire voir le Marais de la Rose. Donc, je ne vais pas parler trop. Je vous fais voir simplement des objets qui ont été faits à l'occasion de l'exposition de Lyon, où, en partant de l'inspiration des soies de l'oncle, on a commencé à faire des chaussures en soie ou des coussins. Je ne résiste pas plus parce que ça fait plus ou moins 20 minutes que j'étais à l'extérieur. Donc, je rentre à la maison, comme ça vous voyez un peu l'intérieur. Est-ce que tu veux qu'on te recontacte? Non, je suis en train de faire une petite course et j'avais simplement... il fait plus chaud à l'intérieur. J'avais simplement la batterie qui était en train de terminer. Voilà. Nous sommes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. On est un peu mieux.
il fait plus chaud. Donc, si, parce que dehors, nous avons moins 4 degrés, étant donné que le vent de Trieste souffle vers Venise, ça s'est refroidi. Ok. Voilà. Donc, pour repartir de l'oncle, mon oncle est né dans les Dolomites. Et en descendant vers Venise, il est descendu avec les soies qu'il a trouvées le long du chemin que des Dolomites portent vers Venise. Les chutes qu'il a utilisées pour faire ses stratigraphies de soie ne font que... excusez-moi pour ma lenteur, mais je suis un peu gelé. On te comprend. Ici, on a eu la neige. On aurait la même situation à l'extérieur, mais on est à l'intérieur, heureusement. Ah oui. Alors. Donc, la lagune de Venise est née en partant des Dolomites, parce que les Dolomites sont faites en une formation que tout le monde pensait qu'était du calcaire au début. Mais c'était un Français qui s'appelle Guy Tancrède de Théodorat de Dolomieu qui découvre que ce n'est pas du calcaire, ce n'est pas du CaCO3. En étant dehors, je voulais vous faire voir les Dolomites, mais je n'ai pas résisté. Mais c'est du CaMgCO3 pris 2 fois. Ce qui signifie que l'Mg, le manganèse qu'il y a à l'intérieur de la formule, est très fragile. Donc, les Dolomites ont une forme particulièrement déchirée parce que la fragilité du magnésium porte les... je suis gelé. Porte les Dolomites à se défaire et, à travers le Piave et d'autres rivières, à d'arriver jusqu'à la mer Adriatique. C'est au début des gros cailloux, mais après 90-100 km, en roulant dans le fleuve, ils arrivent dans la mer Adriatique et ils se déposent. Le premier dépôt est, on l'appelle Velma, qui, un peu à la fois, augmente et devient Barena, qui est le deuxième dépôt. Je devrais retourner dehors pour vous faire les voir, ces 2 dépôts. Le troisième dépôt, le troisième strate, est dû au fait que on met la Velma sur la Barena pour s'élever de la marée haute, ce qui fait naître les îles dans la lagune de Venise. Donc, ce sont des strates, 3 strates, Velma, Barena, Isola, qui est la naissance de la lagune. L'oncle, Lucio, fait la même chose avec les soies. Il y a souvent 2, 3 strates, de façon qu'il y ait... Je prends... Alors, lo strato, c'est la couchée, les différentes couchées. Couche, les différentes couches. Oui, mais oui. Oui, c'est un terme. Tu l'avais déjà présenté. C'est un terme généralement qu'on utilise de strate en géologie. Donc, strate en géologie. C'est la couche, oui. C'est Je vous l'ai fait voir pour vous faire comprendre. De toute façon, quand on les voit directement dans la lagune, c'est beaucoup plus facile. Vous avez ici, juste en face de moi, la Barena. Ça, c'est le strate de Barena, ce qu'il y a le deuxième dépôt. Tandis que là, au fond, juste où c'est un peu plus vert ou un peu marron foncé, on a la Velma. Donc, Velma qui se dépose, elle augmente pour arriver à la Barena. Et sur la Barena, on enlève les dépôts qui se coulent dans le canal, de façon qu'on puisse toujours naviguer les canaux. Et on va mettre ce dépôt sur la Barena, qui s'élève et devient l'île. C'est comme ça que naissent les îles de la lagune de Venise. Donc, quand de l'Orient, on arrive vers Venise, la première île qu'on trouvait, c'était l'île de Torcello. Parce que la direction de Torcello, disons le premier lieu qu'il habitait pour commercer
comme nous a expliqué Madame de Monteuil juste avant, c'était important le commerce de la soie. De Venise, en entrant dans sa lagune, on arrive à Altino, qui est juste en face de Torcello. Quand Altino, à cause des Dolomites que nous avons derrière, va complètement... On ne te voit plus? On te voit on plus? va plus Ah, j'ai ok, plus de ok. courant. Ok. Mhm. Quand Altino, qui est juste derrière nous, est sur le chemin qui porte vers l'Allemagne, je ne sais pas si vous voyez cette maison blanche qu'il y a juste au fond. Eh bien, derrière, il y a une espèce de col. On l'appelle, c'est le Passo San Boldo. C'est la direction pour aller, la route la plus courte pour aller vers l'Allemagne. Et donc, les commerces des Fiandres et cette partie de l'Europe. Donc, c'est un autre itinéraire qui nous porte vers la soie. On ne voudrait pas que tu prennes quelque chose, hein, que tu attrapes une petite... Et non, mais je vais rentrer à nouveau. Ouais. Je vais rentrer à nouveau à la maison parce que effectivement, il fait assez froid. Comme ça, tu peux continuer à nous raconter la question. Donc, la voie de la soie partait de Venise en passant par la lagune Disons que et le col de San Boldo est passé en Allemagne. oui, c'était cette direction. Mais ce qui est intéressant, c'est que Venise a toujours affabulé les commerçants de tout le monde. Et donc, pour Venise, ce qui devient important... Oui, affabulé. On a fabulé, enchanté, donner un enchantement auprès... Oui, voilà. C'est peut-être plus Oui. correct d'utiliser cette autre parole. En effet, nous avons à Venise Marco Polo, qui est ambassadeur du Grand Kublai Khan, qui ouvre ses portes aux voyageurs cultivés par la soie. Donc, les mêmes voyageurs que Tu peux réactiver Lyon. les yeux si tu veux. Hein? Ah, vous ne voyez plus. Oui. Voilà, les mêmes voyageurs que Lyon, grâce à l'excellence du musée des tissus. Je ne sais pas si vous me voyez plus. Oui, oui. Voilà. Et de sa directrice, Madame Serment de Monteuil, que je remercie, ainsi que Madame Pastore, est directrice de l'Institut de culture italienne. Je voulais vous faire voir juste les chaussures que je vous ai fait voir avant, je crois, non? Oh. Il y avait aussi d'autres lunettes en soie à vous faire voir, parce que mon oncle, qu'est-ce qu'il avait décidé? De commencer à faire des produits dérivés de ces soies. Et c'est pour ces... Je suis vraiment gelé. Je vous demande pardon, mais... Et on va peut-être passer à l'autre partie de notre présentation et on revient pour terminer avec les questions sur les choses que tu veux nous montrer. Et, oui, voilà. Comme ça, je me prends un thé brûlé pour me réchauffer. D'accord. Alors, nous, on aurait voulu justement introduire le protagoniste de cette expo au Musée des Tissus et faire le relais avec faire une petite liaison avec la situation de la voie européenne de la soie et des itinéraires culturels européens. Et peut-être vous ne savez pas que le Conseil de l'Europe a son seul siège italien à Venise et le siège du Conseil de l'Europe à Venise se trouve place Saint-Marc. Et sa directrice, Luisella Pavan-Wolf, a été l'autre personne qui avait été interpellée pour ce projet en relation avec l'exposition de Lucio Andric et avec la présentation italienne lors de Silk in Lyon. Il y avait donc cette participation aussi du Conseil de l'Europe parce que
justement, la directrice Luisella Pavin-Wolf a voulu nous envoyer des contributions lors de cette rencontre aujourd'hui. Ce sont des contributions relativement aux itinéraires culturels européens et à la voie européenne de la soie. C'est un projet très important qui se termine, vous le verrez, par un appel à contribution au projet de France. Elle aimerait, elle voudrait avoir une contribution aussi de France par rapport à la voie européenne de la soie. Alors, moi, je passe à partager avec vous la vidéo que Madame Pavin-Wolf nous a envoyée. Je vous demande de fermer votre micro, s'il vous plaît. Et à la fin de cette présentation intéressante de Madame Pavin-Wolf, on revient pour conclure par des questions et aussi par la présentation aussi des produits dérivés de Lucio Andric. Donc, je vous laisse à la vision de cela. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Luisella Pavin-Wolf, la directrice du bureau italien du Conseil de l'Europe qui a son siège à Venise. J'ai plus de son. Sì, scusate, non si sente. Il n'y a plus de son. Le Conseil de l'Europe n'est pas l'Union européenne. Il s'agit d'une autre organisation internationale européenne. Nous avons notre siège principal à Strasbourg. C'est une organisation qui a débuté en 1949 et qui s'occupe essentiellement de démocratie, droits de l'homme et état de droit. Nous avons 47 États membres et nous nous occupons de culture parce que nous voyons la culture comme élément important, élément constitutif de la démocratie et nous regardons les droits, nous voyons les droits culturels en tant que droits fondamentaux de chaque être humain, au même niveau, si vous voulez, que les droits fondamentaux économiques, politiques et sociaux. Pourquoi donc un programme sur les itinéraires culturels européens? Et qu'est-ce que c'est qu'un itinéraire culturel européen? Un itinéraire qui traverse plusieurs pays, au moins 3 pays de l'Europe, et qui met en relief des thèmes qui ont un intérêt particulier pour l'Europe du point de vue historique, artistique ou social. Et ceci en raison de la situation géographique de l'itinéraire, de son contenu ou de sa signification. Actuellement, nous avons certifié 40 itinéraires culturels. Si vous pensez que le programme a commencé en 1987, cela veut dire un rythme de un peu plus qu'un itinéraire par an. Tout ça pour vous dire qu'obtenir les labels d'itinéraire culturel européen n'est pas une mince affaire et le titre est prestigieux.
34 États membres du Conseil de l'Europe, 34 sur 47 sont membres également de ces programmes. La France y est depuis 2011. Les thèmes que chaque itinéraire culturel européen met en relief doivent être représentatifs des valeurs fondamentaux du projet européen, doit faire l'objet d'une recherche pluridisciplinaire et transnationale, doit pouvoir illustrer l'histoire et les patrimoines de notre continent et doit également développer des projets innovants dans les domaines de la culture, du tourisme et du développement durable. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas une mince affaire de devenir itinéraire culturel certifié. Il faut d'abord définir un thème, identifier des éléments de ce patrimoine commun à plusieurs pays de l'Europe qu'on veut mettre en exergue. Il faut créer une association reconnue au niveau européen, donc une association avec un statut juridique. Il faut savoir mettre en place et coordonner des initiatives communes et créer une visibilité commune au projet. Pourquoi essayer d'avoir ces labels d'itinéraire culturel européen? Parce qu'il y a plusieurs avantages qui sont liés à ces labels. L'avantage d'une visibilité certaine est importante, l'avantage que vous donne un réseau international, un réseau européen, la possibilité d'obtenir des financements par le Conseil de l'Europe, mais également et surtout par l'Union européenne, la capacité de promouvoir un projet commun à travers les frontières. Au cœur de ce programme, il y a un institut, l'Institut européen des itinéraires culturels, qui a son siège au Luxembourg et qui est chargé du suivi et de l'évaluation de ces itinéraires. Parce qu'une fois reçu le label d'itinéraire, la certification de l'itinéraire culturel européen, cela n'est pas la fin de l'histoire. Chaque itinéraire est assujetti à un processus d'évaluation et s'il ne passe pas ces espèces d'examens récurrents, il peut se voir retirer les labels d'itinéraire européen. L'Institut est une source de conseil pour les 40 itinéraires certifiés, a des programmes de formation de managers, de gestionnaires des itinéraires, organise des activités récurrentes, promotionnelles, des rencontres de tous les réseaux, au moins une fois par an, et anime également un réseau de chercheurs et de professeurs d'université, de chercheurs d'université. Les réseaux universitaires conduisent des activités de recherche, réunissent actuellement 15 universités, parmi lesquelles également Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est un réseau qui donne un appui académique et de recherche aux itinéraires certifiés, un réseau qui étudie des thèmes qui peuvent être d'intérêt pour les itinéraires certifiés, donc des thèmes en matière de patrimoine culturel, de gestion de ce patrimoine,
de réqualification urbaine, de tourisme culturel soutenable, mais aussi de sociologie et d'ethnologie. Les itinéraires culturels ont des caractéristiques différentes, mais peuvent être grosso modo regroupés en trois types bien précis. Il y a des itinéraires linéaires, souvent c'est des chemins qu'on peut parcourir à pied ou à cheval. C'est des parcours qui retracent des infrastructures historiques. Vous avez dans cette slide des exemples plutôt connus. Premier parmi eux, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui fut le premier itinéraire culturel certifié. Un exemple, c'est la route de l'Olivier, mais aussi la route du vin ou l'itinéraire de l'héritage andalus. Il y a enfin des itinéraires virtuels qui se développent sans avoir des liens territoriaux ou des contiguïtés territoriales. Par exemple, les voies européennes de Mozart qui font la liaison, si vous voulez, parmi les villes et les régions où Mozart a vécu et travaillé. Dans cette image, vous voyez les groupes, les catégories des itinéraires groupés par thème. Donc, nous avons pas mal d'itinéraires religieux, Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi la Via Francigena, qui est la route qui va de Canterbury à Rome, l'itinéraire du patrimoine juif. Nous avons deux itinéraires qui mettent en exergue, valorisent l'histoire et les civilisations européennes. Par exemple, l'itinéraire qui met à son centre la figure historique de Napoléon ou Charlemagne, et encore la route de la libération de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un autre groupe d'itinéraires qui étudie et met en valeur l'art et l'architecture et tout ce que l'art et l'architecture des différentes régions et différents pays européens ont en commun. Par exemple, les réseaux de l'Art Nouveau ou l'itinéraire de l'île fortifiée de la Grande Région, la route des impressionnistes. Et encore un groupe d'itinéraires qui valorise les paysages et l'artisanat de notre continent. Par exemple, la route européenne de la céramique. J'arrive au projet de route européenne de la soie, sur lequel mon bureau travaille depuis quelques années. L'idée est de la baser sur le voyage de Marco Polo vers la Chine, mais ceci est vraiment tout simplement les débuts historiques de la chose, si vous voulez, parce que l'itinéraire devrait comprendre les chemins que la production et le commerce de la soie ont suivi en Europe au cours des siècles. Les thèmes traités devraient être essentiellement quatre. Primo, l'activité textile à partir de la production artisanale pour arriver à l'industrialisation, donc en parcourant les innovations, la technologie,
les mondes du travail. Deuxième thème, celui de l'élevage du verre à soie et l'impact que ceci a eu sur l'agriculture, l'environnement, mais aussi sur la société et l'économie des régions. Troisième thème, l'importance de la soie dans l'art, la mode et le design. Et enfin, la soie et la recherche et développement dans tout ce qui est production de la matière. Qu'est-ce que nous attendons de ce projet? De développer les connaissances sur cet important patrimoine matériel et immatériel, sur son impact, sur l'impact que ce patrimoine a eu sur la société et l'économie de l'Europe. Nous voulons souligner le rôle de la soie dans tout ce qui est formation d'une identité commune dans différents pays de notre continent. Nous voulons essayer de revitaliser les liens entre production de la soie, commerce de la soie, innovation et économie. Dans plusieurs régions d'Europe, on recommence à développer la production de la soie. Et nous voulons enfin essayer de renforcer la coopération entre villes, régions, musées, institutions culturelles européens autour de ce thème, en développant en même temps de bonnes pratiques en matière de tourisme culturel et tourisme soutenable. Plusieurs partenaires ont manifesté leurs intérêts, la plupart en Italie, je pense tout simplement parce que mon bureau est situé en Italie et donc nous avons eu plus de contacts au niveau national, mais des partenaires internationaux nous ont participé à nos réunions et continuent à être dans ces réseaux, donc l'Albanie, la Bulgarie, la Croatie, Géorgie, Grèce, Turquie, Espagne, Vatican et Roumanie. En France, nous avons eu des contacts pas très suivis, mais doivent dater de au moins 2 ans avec la maison des Canuts à Lyon. Les activités jusqu'à maintenant ont consisté en une série de réunions. La seule réunion avec des partenaires internationaux date de 2018. Après cela, nous avons eu la réunion du comité scientifique. Chaque itinéraire culturel certifié doit pouvoir se valoir d'un comité scientifique formé par des universités, des centres de recherche. Et les autres réunions se sont tenues en Italie. J'arrive à la fin de cette présentation et en vous remerciant pour votre attention, je voudrais vous adresser une invitation. Nous cherchons nous avons besoin de partenaires en France. Donc, j'espère que cette présentation puisse avoir servi de stimule à certains parmi vous pour venir nous rejoindre. Vous avez dans cette dernière image une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire pour avoir plus d'informations. Et si vous cherchez sur Internet les sites de mon bureau, donc Council of Europe Office in Venice, le bureau de Venise du Conseil de l'Europe, vous trouverez une section qui est dédiée à ces projets, aux projets
de la route européenne de la soie. J'espère que certains parmi vous viendront nous rejoindre et je vous remercie encore pour votre attention. Merci. Nous voilà à nouveau. Pardon pour le problème de micro. C'est ma faute. Chaque fois, j'oublie qu'il faut que je garde le micro bien ouvert. Et j'espère que vous aurez pu suivre cette vidéo. Et je vous dis aussi que cette conversation d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible à nouveau sur la chaîne YouTube de notre Institut culturel italien YouTube, où on laisse des podcasts et des enregistrements de nos activités qui se passent en ligne, mais qui ne sont pas pour cela moins intéressantes. Et je crois que, bon, on revient maintenant à Venise, d'où Madame Pavan-Wolf nous parlait, pour conclure et aussi pour demander à quelqu'un s'il y a des questions pour Madame Monteil, pour Monsieur Hendrik, et on lui laisse juste la parole de conclusion pour ce qui est les chaussures qu'on voit derrière toi, Paolo. Attends, il faut que tu ouvres ton micro, je pense. Attends. Paolo. Tu dois pouvoir rouvrir ton micro. Pourquoi? Voilà. Voilà. OK. Mais maintenant, je ne vois plus la vidéo. C'est toujours le problème d'une connexion qui se passe par alors, maintenant, je te cherche encore une fois pour ouvrir. Petit instant, je ne te vois plus. Pourquoi? Donc, arrêtez la vidéo. Bon, si tu veux commencer à parler, comme tu veux. Je ne sais pas. Oui. J'ai derrière moi une. Attends. Ah oui, parce que vous ne voyez pas. Vas-y. Voilà. OK. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. L'oncle en a fait 87 de stratigraphie. Et donc, vous en avez une série. Les chaussures ont été inspirées à celles de Torcello et les filets de pêcheur. Je crois que… C'était les kakémonos qui illustraient l'exposition. Oui, il faut… De toute façon, je crois que la chose la plus intéressante, c'est vraiment de les voir, les stratigraphies. Elles parlent toutes seules. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui. Oui. Moi, je ne vous vois plus. Tout va bien, on te voit. Et donc, on a écouté dans la vidéo de Madame Pavan-Wolf le travail que le projet de la Voie européenne de la soie veut couvrir, veut rajouter, veut être implémenté aussi à travers toutes les villes de la soie. Et à partir aussi de ces images de stratigraphie et des ouvrages en soie, on comprend bien que vraiment, c'est le fil rouge, on dirait le fil de soie rouge qui met en contact la ville de Lyon et la ville de Venise, bien sûr. De Venise, tout à fait, oui. Moi, je laisserai l'espace à quelques questions. Je vois que c'est europeansilkroad@gmail.com. Non, je pense que non. Vous voulez à nouveau les adresses de la Voie de la Soie. Il faut que je regarde à nouveau
la vidéo et si vous voulez revoir cette vidéo à l'intérieur de ce que nous allons enregistrer, vous pouvez le revoir avec toute la présentation. Par rapport à Madame Pavan-Wolf, European Silk Road, oui, c'est la partie du début de cela, mais je pense que la continuation est plutôt COA au Gmail, je ne me souviens plus. Je vous laisserai recontrôler à nouveau. Voilà, c'est Gmail, c'est gmail.com. Madame Monteil avait bien transcrit l'adresse. European Silk Road, non pas route, mais route. C'est route. Route. C'est route avec un seul O. OK, avec gmail.com. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà transcrit. Oui. Et je vais contacter. je pense que Oui, oui. cela est important pour lancer des filets pour des propositions dans le futur. Nous, on est parti c'était tout à l'intérieur du même projet, si vous voulez, parce que l'année dernière, au mois de novembre, nous avons aussi eu des communications, des approfondissements par rapport à la soie et au textile, parce que le design textile était aussi à la une, c'était aussi le protagoniste de notre journée du design italien l'année dernière. Et on a aussi donné une conférence avec l'intervention de M. Fulvio Alvisi et Lavinia Chakitano à travers nos Zooms, parce qu'on était bien sûr à nouveau refermés et on n'a pas pu les inviter en présentiel. Tout de même, tout tourne autour de la soie, Silk in Lyon, musée des tissus, les soies, les stratigraphies de Lucio Andri, Kay Venise et Lyon et les conseils de l'Europe, la voie européenne de la soie. On y est absolument à l'intérieur, donc on est bien disponible à suivre et à faire suivre et à réaliser d'autres importants nouveaux échanges avec le Conseil de l'Europe, avec Venise. S'il y a des questions aussi, Madame Monteil, non? C'est intéressant aussi la partie par rapport aux itinéraires culturels. Moi, j'ai retrouvé par exemple la route Napoléon. Je crois que c'est un itinéraire culturel. Oui, et important aussi pour Lyon, on pourrait y être parce que, comme j'ai dit, Napoléon est révéré par les soyeux lyonnais parce que c'est lui qui a relancé vraiment au début du 19e la fabrique. Quand il était consul, avant l'Empire, oui, on l'a vu tout à l'heure. Et l'histoire des lions, bien sûr. Et c'est pas, si vous avez des questions et si vous voulez, vous pouvez réactiver votre micro, je peux vous réactiver. Je ne sais pas si la galerie, disons, les personnes qui ont assisté ont trouvé cela intéressant, en forme de témoignage, de traces de cette manifestation, de cette exposition qui n'a pas pu avoir lieu physiquement, mais qui devient important. Monsieur Gabellieri, oui. Oui, alors je profite de votre proposition. Merci beaucoup, Madame Pastor. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette plateforme. J'étais très intéressé d'écouter tout cela parce que je ne sais pas si vous savez, Madame Pastor, on est en train d'ouvrir actuellement un bachelor tourisme au Puy, l'Université catholique de Lyon, donc qui serait sur le tourisme patrimonial, précisément européen, puisque vous voyez bien au Puy, c'est la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui. Hein, voilà, donc il y a cette dimension-là. Mais je sais qu'à la Cato, il y a aussi plusieurs collègues qui s'intéressent justement à cette dimension patrimoniale européenne. Il y en a des liens, bon, bien sûr, avec l'Italie, vous le savez, mais aussi avec l'Asie centrale, l'Arménie, la Géorgie notamment. Donc j'ai vu qu'il y avait le musée de Tbilissi qui était dans les partenaires là, du projet Route de la Soie. Et voilà, je me dis peut-être qu'il y aurait, comme il y avait eu un appel de votre collègue de Venise pour trouver des partenaires français,
peut-être qu'il y aurait des personnes intéressées sur Lyon, alors je pense dans le plan universitaire. J'ai vu aussi qu'il y avait l'association La Maison des Canuts, voilà, il y a toute l'histoire, bien sûr, Ils ont- sociale lyonnaise aussi qui est derrière. Oui. Nous, vous J'avais savez, commencé par là, puis voilà. quand on a vu qu'il y avait la possibilité de continuer avec le musée du tissu, on avait trouvé cette possibilité aussi. Oui. Mais nous, on est déjà en lien aussi. On travaille, on a un partenariat évidemment avec la Maison des Canuts. On Ouais. est en lien avec Soirée Vivante aussi. Enfin, tout ce qui. Et puis les musées, puisque l'histoire sociale du tissu est plus représentée à Gadagne que chez nous, par exemple. Oui. Et puis les entreprises lyonnaises également qui existent actuellement. Je sais qu'on a eu un contact il y a quelques années avec l'entreprise Carlian, Oui. parce que les Carlian étaient à l'origine à la fois de la Société lyonnaise de philosophie, donc c'est pour ça que je connais un peu cette histoire en tant que philosophe, et puis aussi des Semaines sociales de France, hein, un héritage justement un peu de la révolte des Canuts et de l'histoire sociale lyonnaise. Donc il me semble qu'il y a des réseaux qui sont peut-être parallèles et qui auraient intérêt à se croiser dans certains cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'en parlerai à quelques collègues, bien notamment Madame Pastor, bien sûr vous connaissez, Dominique Vinet, qui a la mission culture chez nous, voir si voilà, elle a une vision là-dessus. Enfin, je vais partager cela. Et donc, je vous remercie beaucoup de toutes ces informations. Oui, c'est intéressant, mais nous, on reste sur cette filone, ça veut dire sur cette idée, sur cette opportunité d'échange et de travail, avec aussi si on pouvait réaliser des échanges, des activités même entre les maisons, les ateliers, les simples lieux de création, les usines, si vous voulez, les usines artisanales pour réaliser des contacts, des échanges avec d'autres ateliers du même type en Italie, mais aussi en ce qui concerne la route, la voie européenne de la soie. On peut être déjà, d'ores et déjà parmi les partenaires. Je ne parlerai pas de fondateurs parce que Lyon n'a pas besoin d'être oui, la voie européenne de la soie à Lyon a déjà été créée, fondée, elle passe déjà par là, mais elle peut être améliorée aussi pour elle n'est pas tellement exploitée pour le tourisme à Lyon. Pour le tourisme, pour les formations, pour les activités, le partage de connaissances, des expertises. Je crois que nous avons aussi aujourd'hui, parmi vous, je vois des amis et aussi des partenaires italiens et français et lyonnais de prestige. Donc, je pense que cela pourra avoir de bonnes suites. Et il nous reste à nous dire au revoir pour une prochaine. On ne sait pas, Maria Teresa avait une demande? Non, non, je croyais que non. Je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Permettimi di presentarti. Allora, Maria Teresa è un'amica di Venezia ed è fino a settembre la responsabile dell'ufficio spettacolo e cultura della regione del Veneto e continua a realizzare a effettuare il suo lavoro di esperto operatore culturale presso delle fondazioni. Scusa. Grazie, merci beaucoup. Au revoir, merci. À la prochaine. J'espère d'avoir des autres projets à partager avec vous. Perfetto, benissimo. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Oui, s'il vous plaît. Oui. Pour terminer, est-ce que Monsieur Andrich pourrait nous faire un tour de pièce pour voir toutes les belles choses? Je pense. Non, parce que je n'ai pas, je n'ai pas organisé le musée depuis que nous avons fermé. Oui, donc le musée malheureusement est encore fermé, mais c'est une maison musée qui accueille des touristes aussi
internationaux parce que c'est une expérience artistique auprès des choix et des ouvrages de son oncle, mais aussi une expérience de Disons que le paysage musée, et de vie et de gastronomie et de goût, de style même. si, je dois dire que la Casa Museo Andrix, c'est une propriété qui est de 11 000 mètres carrés. Donc, il y a un très grand jardin qui donne sur le paysage de la lagune et des Dolomites. Donc, c'est vraiment une émotion particulière. L'idée qui se partage souvent aux visiteurs et aux intellectuels qui se retrouvent déjeuner ou dîner à la casa, dans les jardins de la Casa Museo Andrix, c'est celle de proposer une biennale du paysage qui devienne itinéraire dans toute l'Europe. Voilà, ça c'est une idée qui naît directement de la vision du paysage qui est absolument fantastique, qui est celui de Torcello verso la lagune. Allora, grazie a tutti. Merci Merci. beaucoup. Penso che tutti possano anche seguire. A Monsieur Maître Bonnet. Prego, Monsieur Maître Bonnet. Oui, buongiorno a tutti et grazie Buonasera. mille Grazie. pour cette présentation. Je me demandais simplement très naïvement comment le grand public accède à ces itinéraires, à ces routes. Il y a des opérateurs qui organisent des excursions. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, ça, c'est une des questions. Madame Pavan-Wolf m'a demandé, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais elle est à disposition justement pour les éventuelles questions qui se poseraient. Je vais lui poser sûrement cette question déjà pratique, même si je crois que le Conseil de l'Europe possède un réseau dans tous les pays qui, à travers des centres auprès de la région ou bien auprès de la métropole peut-être, peuvent donner des conseils, des pistes, des renseignements et des communications, aussi des publications qui permettraient de mieux goûter, de mieux profiter de cette opportunité. Ça, c'est ce que j'imagine un peu en connaissant l'organisation du Conseil de l'Europe. Mais c'est une question que je vais lui poser. Maître Bonnet, je veux un peu vous présenter. Vous êtes le président de la Chambre des commerces italienne à Lyon. J'ai ce plaisir. Lo so, lo so che è un piacere, lo so. Je fais suivre tout de même cette question à Madame Pavan-Wolf parce qu'elle attend des questions de moi et je vous exhorte aussi à nous écrire à l'adresse de l'Institut pour avoir des contacts plus rapprochés et des possibilités de ce rapport, oui, d'avoir des moyens, des possibilités, des opportunités de réaliser quelque chose de pratique, de concret. Nous, on aime bien ça. On aimerait bien ça. Avete qualche domanda? Vous avez des questions encore? On vous invite donc à programmer votre prochain voyage à Torcello, à la maison musée Paolo de Lucio Andrich, et à profiter quand le musée des tissus sera rouvert avant la fermeture pour les travaux, éventuellement, ou bien ce sera d'ici à 2 ans. Je pense qu'on devra rester comme ça. Madame Montel, merci pour votre participation. Merci à tous. E Merci buon pomeriggio, grazie Paolo, grazie a voi.
Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, grazie. Grazie. Buonasera. Buona serata. Grazie. C'est pas d'un intérêt fou. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Arrivederci.